On va parler du cas de ce patient de 72 ans qui a un antécédent d'achalasie documenté de type 2, un aspect endoscopique évocateur, une symptomatologie invalidante de dysphagie paradoxale, de régurgitation alimentaire, un poids qui est conservé. Il a eu en première intention, compte tenu de son âge, une prise en charge par des dilatations pneumatiques à 30 et 35 mm avec un échec primaire des dilatations, raison pour laquelle il nous est adressé aujourd'hui pour réaliser une myotomie pérorale endoscopique, un POEM de la jonction œsogastrique. On va donc discuter des indications thérapeutiques dans l'achalasie et puis aborder ensemble les aspects techniques de cette myotomie. Ok, nous voilà donc avec ce patient. Il a une stase salivaire assez importante. Il n'avait pas de stase alimentaire. On leur demande, avant les dilatations, avant les traitements de l'achalasie, d'avoir une alimentation liquide exclusive de liquide clair la veille. Ce qui ne règle pas tous les problèmes, mais ce qui évite d'avoir déjà un plat de pâtes qui traîne dans l'ésophage lorsque on y arrive. Donc on sait que l'achalasie quand même prédispose au carcinome épidermoïde de l'ésophage, donc ça vaut la peine de faire un examen diagnostic de la muqueuse œsophagienne avant, de prendre le temps de laver. Et bien sûr, on n'a pas envie non plus d'avoir une stase trop importante ou des quelconques résidus sur le site où on va faire la myotomie. Donc là, on n'a pas proprement parlé d'œsophagite de stase. On voit l'œsophage complètement atone. Ce qui est, bon, même si ça ne se définit pas sur l'endoscopie, c'est quand même un des critères diagnostiques de l'achalasie, de ne pas avoir de péristaltisme propre. Et on voit cette jonction œsogastrique qui paraît spasmée, alors que je vais franchir avec précaution, parce que j'ai pas envie d'altérer la muqueuse. Et vous voyez ce qui se passe sur les bords du capuchon. On voit qu'on est un peu en train de racler la muqueuse, donc j'y vais vraiment avec douceur, si on peut dire, pour ne pas abîmer cette muqueuse qui va protéger la myotomie, et donc qui est vraiment une des choses à laquelle il faut faire le plus attention au cours de la procédure du POEM. Donc c'est peut-être l'occasion de parler des indications du POEM. C'est vrai que c'est une procédure qui est remarquablement efficace, qui n'est pas très longue, qui donne peu d'effets secondaires, même si on a quand même 2 à 3% de complications sévères, que ce soit des fistules ou des complications respiratoires, qu'on ne peut pas non plus passer sous silence. Et puis cette problématique du reflux, avec environ 30% de reflux gastro-œsophagien authentifié, quelle que soit la méthode qu'on utilise, que ce soit les symptômes, la pH-métrie ou la recherche d'œsophagite peptique post-endoscopique. Et donc c'est quand même des éléments qui doivent faire utiliser quand même le POEM à mon avis, pas comme un traitement de première intention dans tous les sous-types d'achalasie, mais alors 42 cm, mais dans l'achalasie type 3 ça c'est certain, et dans les cas d'échec de dilatation pneumatique c'est aussi assez probable. Là c'était le cas de ce patient, c'est un échec primaire de dilatation pneumatique, et donc il n'a pas répondu à 30, il n'a pas répondu à 35, donc la probabilité qu'il réponde à 40 est extrêmement faible. Et qui plus est, il y avait un doute sur la manométrie, sur la présence de contractions prématurées, qui sont parfois difficiles à différencier des pressurisations panésophagiennes. Et donc ça plaidait en faveur d'un traitement qui intéresse aussi le corps de l'ésophage. Donc on avait une jonction œsogastrique environ, donc supposément un sphincter inférieur de l'ésophage, autour de 42 cm des arcades dentaires. Et donc on va se mettre largement en amont. Alors combien de centimètres exactement? Généralement 7 à 8 cm en amont, pour réaliser l'incision muqueuse. Avant ça, on a gardé l'habitude de réaliser une antibioprophylaxie par augmentin, un traitement par IPP et un lavage de la muqueuse avec de la chlorhexidine, avec un peu l'idée de diminuer la charge bactérienne ou microbienne, en tout cas au sens large, qu'il peut y avoir dans cet œsophage, avant de réaliser l'incision. Donc je vais te prendre le bistouri, c'est-à-dire un TT Knife J d'Olympus. Donc c'est le bistouri que tu utilises C'est le bistouri que j'utilise pour le poème. Pour le poème en routine, en effet. En précoagulation, s'il te plaît. Donc
le pôle postérieur est là, et donc on peut réaliser des poèmes par voie postérieure, dite postérieure, en incisant ici, ou par voie dite antérieure, Et en en incisant prenant ici, sur la face antérieure. c'est-à-dire Ok. grosso modo à 2 heures ou à 5 heures. Et plus le temps passe, plus il me semble qu'en fait ces deux voies, sors s'il te plaît, ces donc- deux voies terminent plus ou moins vers 3 heures, pour quelle qu'elle soit. Donc là, toi, tu Euh, réalises le tout avec le même couteau, c'est-à-dire même la procédure d'injection. Exactement. Voilà. Du moins, je vais essayer de le faire. Rentre, s'il te plaît. Généralement, ça fonctionne. C'était purgé déjà? Dommage. Ok. Donc, j'ai fait une petite moucheture. J'ai fait une petite moucheture, effectivement, dans la muqueuse. Et j'injecte maintenant la sous-muqueuse avec, cette fois-ci, du sérum physiologique, tout simplement. Sors, s'il te plaît. Donc c'est du sérum physiologique avec une teinte qui est en général pas très importante. Ouais, c'est vrai que là, c'est... De l'indigo carmin. Rentre, s'il te plaît. Et pas d'adrénaline. Et alors, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas de glycérol fructose cette fois-ci? Probablement parce que c'est pas très utile, puisque normalement, on passe pas trop longtemps à faire le tunnel. J'espère que ça sera aussi le cas. Donc, on n'a pas besoin de quelque chose qui maintienne, qui reste dans la sous-muqueuse pendant une trop longue durée. Ok, donc là, je suis en train d'ouvrir doucement la sous-muqueuse. Peut-être été un peu timide sur cette injection. Sors, s'il te plaît. Sur cette incision, on va l'élargir. Ok, rentre. Et donc l'idée, c'est d'avancer jusqu'à la musculeuse œsophagienne et puis de s'insérer dans ce tunnel. Ça y est, on devine la musculeuse ici, on la voit bien. Et maintenant, il faut arriver par cette incision muqueuse à pénétrer dans le tunnel sous la muqueuse. Ok, ça a l'air de pas trop mal se présenter. Je suis toujours face à cette musculeuse, d'accord, qu'on a en face. Je vois plus la muqueuse qui est, je l'espère, derrière moi. Et donc au cours de cette procédure, vraiment l'enjeu c'est de coller au muscle, ce qui nous permet d'être sûr qu'on est loin de la muqueuse, d'une part. D'autre part, d'être sûr de son orientation, puisque quand même, la musculeuse œsophagienne, c'est pas tout à fait le cas pour l'estomac, où la musculeuse est plus plexiforme, mais dans la mesure où on est toujours plus ou moins perpendiculaire dans notre mouvement au muscle, on sait qu'on est en train de descendre. Toujours pas. Ouais, je sais pas ce qui se... Donc c'est important de ne pas faire un tunnel trop étroit non plus, parce qu'il ne s'agit pas de faire une dissection mécanique, il s'agit de vraiment disséquer avec le... Même si on a l'impression parfois que l'air, enfin le CO2 pardon, qu'on injecte est un peu en train de disséquer tout seul, il faut quand même prendre le temps, d'autant plus qu'on s'approche de l'estomac et qu'on va rencontrer des gros vaisseaux, de faire une vraie dissection. Alors ici j'avance avec le TT Knife qui va être fermé. Ah, putain. Ah voilà, ça commence à aller beaucoup mieux. Qui va être fermé. Et donc j'ai et en spray coagulation, donc c'est un drôle de mode qui finalement ressemble presque à ce qu'on pourrait obtenir avec du plasma argon, c'est-à-dire une sorte de burst, quoi, de gros coups de coagulation qui va avancer, qui va disséquer progressivement la sous-muqueuse. Alors là, on voit à droite que la sous-muqueuse change un peu de tête. Elle devient un peu plus plexiforme. On voit à droite que la musculeuse change un peu de tête. Et elle devient un peu plus flexiforme, elle donne l'impression d'être plus fine, peut-être
Bon, c'est l'impression qu'on a. On voit des vaisseaux perforants, comme celui que je viens de coaguler. Et donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on a progressé et on se rapproche certainement de l'estomac. Est-ce qu'on est déjà dans l'estomac pour autant? Rien n'est moins sûr. On arrive tout juste à 40 cm des arcades dentaires sur... Ah, là il y a peut-être un petit point d'hémostase à faire. On arrive tout juste à 40 cm des arcades dentaires sur l'endoscope. Et donc on n'y est pas encore quoi en fait. Hein. C'est surtout le moment où il ne faudrait pas s'arrêter. Faute de quoi on va voir un échec primaire, encore un échec primaire. Et donc là il y a un gros vaisseau. Et sur la manométrie bien sûr une persistance d'une zone de pression et d'une PRI élevée. Sur la mano post-poème, les manos post-poème sont très éloquentes quand le poème a été insuffisant. On peut pas mentir, on peut pas tricher. Donc dans ton bilan de suivi post-poème, en règle générale, tu leur fais quoi à court terme et après dans le suivi? Alors à court terme, donc ils sont à jeun. Ils sont à jeun strict jusqu'au lendemain. Puis le lendemain, si la nuit s'est bien passée, qu'il n'y a pas eu de douleur, qu'il n'y a pas de signes respiratoires et que la prise de sang ne montre pas des éléments trop inquiétants, c'est-à-dire un sang inflammatoire biologique majeur ou une anémie qu'on ne comprend pas, eh bien je les fais boire et quitter l'hôpital. Et en termes d'évaluation, la première chose c'est qu'il ne faut pas les évaluer trop tôt, parce que ça secoue quand même un peu un poème, et donc ils ne sont pas bien pendant plusieurs semaines, et donc je les réévalue à 3 mois, sauf évidemment urgence ou situation qui fait suspecter une complication. Je les réévalue à 3 mois avec un TOGD et une manométrie. D'accord. Tu leur fais pas la pH métrie de manière systématique? Parce qu'il y a certains opérateurs qui le font un peu de manière systématique. C'est vrai qu'on aimerait bien. On aimerait bien avoir cette information pour avoir une sorte d'information objective de mesure du reflux et savoir s'il faut les bourrer d'IPP sur du long terme. Le problème, c'est que c'est un problème d'acceptabilité et c'est que les patients, déjà, c'est déjà beau quand on arrive à leur refaire faire la manométrie de contrôle alors qu'ils vont bien. Et donc la pH métrie, à plus forte raison, ils veulent pas, quoi, hein, ils comprennent pas pourquoi. Et même dans les essais, on n'arrive pas à les convaincre d'avoir une adhérence correcte à cet examen qui reste quand même assez invasif. Hein. Voilà, donc là on a vu ces vaisseaux, bien sûr, qui caractérisent le passage vers l'estomac. On voit cette musculeuse gastrique un peu plus plexiforme. Où on perd un petit peu ses repères parce que ça part effectivement un peu dans tous les sens, donc difficile de savoir avec certitude si on est toujours dans le bon axe. Cependant, bon an mal an, on avance quand même un peu. Et on a du bleu. Donc en tout cas, on n'a pas vu de zone très clairement d'obstacle fonctionnel. Hein. Parfois on l'identifie vraiment, on voit le spasme depuis la sous-muqueuse. Là je peux pas dire que je l'ai très bien vu. En revanche, je suis absolument certain qu'on est à présent dans l'estomac. Alors comment s'en assurer sinon? On peut bien sûr retourner dans l'estomac et faire une rétrovision. Pas toujours idéal pour de visualiser vraiment le tunnel gastrique parce que avec le capuchon notamment on perd un peu de visibilité. On a les repères sur l'endoscope. Voilà, je sais que je suis à 45 cm. C'est quand même un élément. Et puis il y a ces éléments visuels, morphologiques qui sont la finesse de la musculeuse, son aspect plexiforme et la richesse vasculaire. Et après, pour finir sur la question du suivi à long terme, la question du reflux est quand même une question importante, en particulier chez les patients les plus jeunes. Et par conséquent, moi je suggère toujours quand même aux patients
de refaire une endoscopie de contrôle, une endoscopie gastro-duodénale de contrôle à 1 an. D'accord. Pour rechercher s'il y a une œsophagite sévère, parce que ça peut être complètement, qui nécessiterait de poursuivre les IPP, parce que ça peut être complètement décorrélé des symptômes. Ils ont l'œsophage large, et ils peuvent très bien avoir un reflux assez sévère, sans pour autant le ressentir et sans trop s'en plaindre. Ok, bon, là j'ai bien envie de m'arrêter là. On arrive à 46 cm des arcades dentaires dans le tunnel. Et donc on va voir le tunnel par en dessous. Enfin, on va refaire le film du tunnel en repartant d'en bas. Tiens, un vaisseau. Donc là, c'est relativement intéressant. Le vaisseau qui est en train de saigner, il est côté muqueuse. Donc je peux pas ne pas le coaguler parce que sinon ça va vite boucher mon tunnel et diminuer ma visibilité. Mais évidemment, je dois y aller mollo parce que il n'est pas question de faire une lésion thermique ou même ischémique de cette muqueuse qui va garantir la sécurité de notre myotomie par la suite. Ah. Qu'est-ce qui saigne? Peut-être lui. Ok, donc on voit très bien à droite la musculeuse, au-dessus le capuchon de muqueuse, quelques petits points de saignement mais rien qui paraît significatif. Et donc maintenant on va ressortir ponctuellement l'endoscope, s'assurer de l'aspect de cette muqueuse, essayer de visualiser, donc là on le devine à droite, cet aspect bleuâtre à droite de l'écran, bleuâtre qui correspond à notre tunnel, et donc on comprend, là maintenant c'est plutôt presque au pôle inférieur, finalement c'est pratiquement à 4 heures, on comprend qu'on a un peu changé d'orientation, mais qu'en tout cas on a franchi la jonction œsogastrique, ça c'est une certitude. On va sortir l'endoscope quelques instants pour nettoyer le capuchon, parce que sans s'en rendre compte, au fil du geste, eh bien on a ce capuchon qui va se salir, se charger de résidus carbonisés, de sous-muqueuses, parfois de graisse, et qui va nous altérer la vision. On n'a pas parlé de ton capuchon, là c'est un capuchon conique, contrairement à la dissection œsophagienne qu'on a fait tout à l'heure. Pourquoi ce choix? C'est vrai, c'est une habitude. Donc il y a 2 designs de capuchons. On a des capuchons droits qui sont ceux les plus largement utilisés. Et on a ces capuchons coniques commercialisés par Fujifilm qui ont l'avantage en fait de s'insérer, de nous aider à nous insérer dans le tunnel. Plus facilement dans le tunnel et dans la sous-muqueuse, au prix d'une légère perte de visibilité lorsque il est sale, puisque forcément les parois de ce capuchon, quand elles sont sales, elles nous gênent directement la vision. Là, hop, on rentre dans le tunnel. Hop là. Et on se met là. Donc environ 1 cm sous l'incision. On va commencer l'incision de la musculeuse. On essaie de laisser une petite sorte de no man's land, une zone d'1 centimètre entre la fin de l'incision muqueuse et le début de l'incision musculaire pour avoir justement une zone d'accollement qui va protéger la myotomie. Alors tu peux sortir s'il te plaît. Pour couper la musculeuse, il y a toutes sortes de techniques. Il y en a qui partent d'en bas, il y en a qui partent d'en haut, il y en a qui utilisent l'endocoupe. D'autres la coagulation. En ce qui me concerne, je creuse en quelque sorte. Tant que je ne suis pas en bon contrôle, je creuse avec la coagulation, la spray, pour crocheter la musculeuse. Et je finis la coupe avec de l'endocoupe. Donc là, on est encore en pleine circulaire. J'ai pas encore
J'ai pas encore atteint la longitudinale. Alors peut-être ici. On la devine derrière en fait. On voit bien que. Ouais, alors c'est ça. Je suis pas absolument affirmatif. J'ai quand même bien l'impression que ça, c'est toute la circulaire interne qui est ouverte. Hein, on la voit sur toute son épaisseur. Je vois pas très bien la longitudinale. Je suppose qu'elle est là en dessous. Et donc c'est dans cet espace-là qu'on a l'habitude de faire les myotomies dites sélectives, c'est-à-dire portant sur la circulaire interne. Sors, s'il te plaît. Ok. Donc là, je crochette, j'attrape, et je termine mon mouvement en coupe. Sors. Alors il y a des auteurs, notamment chinois, qui vont faire une myotomie complète, c'est-à-dire incluant également la longitudinale dans leur myotomie. Et ça ne donne pas tellement de différence. En termes d'efficacité, il est possible que ça aide à aller un petit peu plus vite. L'argument pour essayer de préserver la longitudinale, c'est d'éviter les espèces de déformations pseudo-diverticulaires de l'œsophage qu'on peut observer parfois après des myotomies. Parce qu'il n'y a vraiment plus du tout de paroi dans l'œsophage. Donc là, on voit mieux la longitudinale ici, la circulaire au-dessus. Je crochette et je remonte en prenant soin bien sûr de ne pas finir dans la muqueuse qui est juste au-dessus. L'autre chose que j'essaie de faire dans cette phase, c'est de ne pas trop insuffler, principalement parce que là on est clairement en communication, où on est au plus près possible du médiastin, et les complications de type épanchement pleuraux, pneumomédiastin, pneumopéritoine arrivent d'autant plus que à ce stade-là on va trop insuffler. Et on peut être tenté de le faire pour éloigner le plus possible la muqueuse, du couteau de dissection. Oui. Alors on voit ici que la myotomie est complète. Ok. Donc on avance tranquillement. On est probablement ici sur la zone d'obstacle fonctionnel en fait. On voit qu'on a moins d'espace. J'ai moins de place, donc je fais un petit peu par en dessous, un petit peu par au-dessus. Ok. Ok. Ok, donc là, ici on est bien. On va continuer sur cette lancée. C'est un des rares gestes vraiment avec les dissections du cardia où la curarisation des patients est à son importance parce qu'on travaille vraiment sur la jonction œsogastrique et les mouvements respiratoires qui vont être trop amples, ils peuvent à ce moment précis où on fait la myotomie nous amener à faire des complications et à perdre un peu le contrôle sur cette myotomie. Donc patient curarisé. Patient curarisé. Systématiquement.
Donc là, on continue à avancer. On a toujours cette musculeuse très épaisse. Mais on voit quand même que notre ciel s'est éclairci. On a plus de facilité à progresser, plus d'espace. Et je pense que la zone vraiment problématique, on l'a déjà franchie. Vous devinez cet aspect un peu comme ça, un peu doré qui correspond à la graisse du péritoine. Et là, on est en train de couper de la musculeuse gastrique. Donc tu descends de combien de centimètres sous la jonction? Bah, plus le temps passe, plus je descends. Parce que, D'accord. parce que vraiment, il me semble que c'est vraiment le prédicteur d'inefficacité. C'est encore ressorti dans une étude récemment publiée dans gastroentéroscopie, je crois, de l'équipe d'Inoue, où ils ressortaient. Bon, ils cherchaient autre chose, mais ce qu'ils ont redémontré, c'est que la longueur de la myotomie gastrique de moins de 2 cm était un facteur prédictif d'échec. Et donc, je crois vraiment que c'est quelque chose qui, une fois qu'on est là, ça prend pas tellement plus de temps de rajouter 1 ou 2 cm. Et donc, tant que j'ai un doute, j'avance dans la myotomie gastrique. Et grosso modo, je fais jamais moins de 3 cm. Et parfois jusqu'à 5. Peut-être que c'est pas utile. En fait, c'est surtout utile dans le sens où j'ai aucune arrière-pensée sur le fait d'en avoir fait suffisamment, d'avoir fait au moins les 2 cm ouais. prédictifs. Ouais, là c'est complètement plexiforme, ça part un peu dans tous les sens. D'accord. Ok. Bon, là on est arrivé au bout du tunnel. Et du coup dans l'estomac, on a très souvent des myotomies, à partir du cardia, on a très souvent des myotomies complètes. Donc là on a l'aspect qui est souhaité, avec à 6 heures la graisse péritonéale, de part et d'autre la musculeuse qui est ouverte, devant la sous-muqueuse, en haut la muqueuse. Et donc on va remonter gentiment, éteindre les foyers hémorragiques. On voit pas très bien. C'est important de traiter les saignements. Alors ça, on a quand même l'impression que c'est sur une structure digestive. Donc j'ai peut-être pas forcément envie de faire un coup de coagulation dessus. Mais en revanche, les vaisseaux qui sont dans la paroi musculaire, ceux-là, il faut probablement prendre le temps de les arrêter. Les saignements sont vraiment cataclysmiques, mais on a quand même quelques cas de patients qui ont dû être repris pour des hématomes des hématomes plus ou moins contenus dans le tunnel, ou alors secondairement fistulisés au pôle inférieur du tunnel, dans l'estomac. Souvent chez des patients qui avaient des troubles de l'hémostase, c'est pas chez n'importe qui, mais enfin... Ok, donc là c'est là que ça se passe. En post-geste, tu leur gardes l'antibiothérapie pendant une durée de combien de jours? Alors, même s'il n'y a rien de codifié dans la littérature. C'est ça, de moins en moins longtemps. Quand on a commencé, on utilisait les protocoles des Néerlandais qui duraient 7 jours, et des Japonais d'ailleurs qui duraient 7 jours. Quand le temps passant, on est passé à 5, maintenant je fais 3, et on sait tous qu'il y a des centres où on ne donne plus d'antibioprophylaxie, des données d'ailleurs assez rassurantes là-dessus. Donc j'ai peu de doutes sur le fait qu'on va progressivement arrêter et se contenter de faire une antibioprophylaxie, mais pas cette espèce d'antibiothérapie courte qui rassure un peu les médecins, je m'inclus dedans, mais qui n'a pas vraiment de fondement scientifique. Et donc on rappelle qu'on ne fait plus de scanner systématique comme on avait l'habitude de faire dans le début de l'expérience à 24 heures. Ça dépendra. Merci de rappeler ce point, effectivement. C'est vrai qu'on a souvent fait des examens d'imagerie immédiatement après, qui apportent plein de choses, qui apportent plein d'informations, mais pas des informations cliniquement pertinentes. Donc oui, les patients ont des épanchements pleuraux ou des épanchements de tout ce qu'on veut, liquidiens et gazeux, mais ça n'a pas de traduction clinique. Et donc si le patient va bien, n'a pas de gêne respiratoire, n'a pas de fièvre, n'a pas 250 de CRP, et ben il quitte l'hôpital et puis il s'en porte très bien.
Sachant On que va l'un prendre des, des clips pour l'un fermer. des facteurs prédictifs, et qui est d'ailleurs soutenu par certains auteurs dans la prise en charge ambulatoire, c'est surtout la douleur post-poème. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas vu de complications chez des gens qui n'avaient pas de douleur ni de dyspnée. Quelle taille? Peut-être un grand pour commencer, un 16. Et après, je te prendrai des 11. Après, ouais. Donc je m'assure de l'absence de lésion de la muqueuse dans le tunnel, au niveau du tunnel. Et je vais placer maintenant, je vais fermer maintenant l'incision. Le premier clip est le plus important, c'est celui qui va approximer les berges. Ouvre. Je le place intentionnellement un grand clip et intentionnellement un peu en dehors de l'incision. Et si celui-là est bien, essaie de fermer là. Ok, c'est pas mal, clac. Si celui-là est bien, et ben la suite est quand même beaucoup plus simple. Donc après, je vais te prendre des 11. On l'a pas commenté, mais là, tu as passé très facilement la jonction œsogastrique comparé au début de l'examen. Ce qui est déjà un bon élément, je pense. C'est vrai que c'est un élément dont il faut s'assurer. De la même façon qu'on s'assure que l'estomac est exsufflé. Ferme s'il te plaît. Que l'estomac est exsufflé, qu'il n'y a pas de plaie, clac, qu'il n'y a pas de plaie sur la muqueuse du tunnel. Eh bien, on est content de constater qu'il n'y a plus de ressaut au passage du cardia. Et donc, c'est une sorte de critère immédiat de satisfaction. Un autre critère relativement immédiat de satisfaction, c'est quand les patients reprennent l'alimentation liquide le lendemain, ils voient tout de suite la différence. Parce que, comme vous savez, ce que les patients qui ont un trouble moteur œsophagien ont du mal à faire, c'est boire un verre d'eau. Parce que c'est justement ce qui passe le moins bien, c'est la dysphagie paradoxale, c'est ce qui passe le moins bien. Donc quand le lendemain ils vous disent qu'ils ont retrouvé plaisir à boire un verre d'eau, ça généralement c'est très très bon signe. En sachant qu'on leur recommande un régime liquide, ferme s'il te plaît, liquide exclusif pendant une semaine, clac, avec l'idée de ne pas trop déplacer ces clips qu'on est en train de poser maintenant. Je t'en prends un petit dernier pour la route. Ouais. Et puis de réintroduire progressivement un régime mouliné la deuxième semaine et de se remettre à manger normalement des solides qu'à partir de 15 jours. Ça, ce sont des protocoles locaux qu'on sait dont on s'est inspiré des protocoles japonais et néerlandais, mais qui évidemment n'ont pas valeur qui font pas autorité. Hein, chaque centre a un peu ses habitudes là-dedans. Ouvre s'il te plaît. Ok. Et là, le deuxième clip le plus important, puisque c'est là où les aliments vont arriver. Ferme s'il te plaît. Clac. Attends. Voilà, on a fini. Okay, donc là on a une fermeture qui est relativement satisfaisante de cette petite incision muqueuse à 30 cm des arcades dentaires. On a notre tunnel bleuté là à droite à 3 heures, 2 heures, 3 heures environ. Et on a un franchissement aisé de la jonction œsogastrique. Donc on est plutôt content de nous. Donc je vide l'estomac de l'air qui contient. Je m'assure qu'il n'y ait pas un tympanisme important qui témoignerait d'un pneumopéritoine. Donc voilà au total une procédure de myotomie pérorale endoscopique qui s'est plutôt bien passée. Une durée totale de procédure de 34 minutes. Et donc un patient qui reste à jeun jusqu'au lendemain. À suivre.